Dans le débat de ce matin, nous parlerons de la problématique de reverdissement de nos villes et nous allons prendre tout simplement le cas de des chefs-lieux de nos départements. Qu'est-ce qui se fait dans nos départements pour que nos villes deviennent de plus en plus vertes? On va en parler. Et justement, pour en parler, j'ai sur ce plateau j'ai envie de dire quatre éminences grises pour faire le débat avec moi. Monsieur Environnement de la Maison, William Apollinaire Choki, rebonjour. Bonjour Alain. Merci d'être là pour le débat. Oh, le plaisir partagé, mon frère. Alors, quand un Alain retrouve un autre Alain sur le plateau... Il me sent plus seul. Ça fait, n'est-ce pas? Allez, Alain Tossounon, il est spécialiste des questions de l'environnement, il est journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. En face de vous, nous avons l'inalérable Monsieur Sagbo. Patrice, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'environnement également et vous défendez bec et ongle l'environnement. Et... Que tout le monde soit comme moi. N'est-ce pas? Juste à côté de vous, nous avons le coordonnateur du projet Porto Novo Ville Verte, Monsieur Daniel Mukwevi. Rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté rester faire le débat avec nous. Merci. Alors, William Apollinaire Choki, est-ce que je faisais de la ségrégation un tout petit peu? En quoi faisant? Je ne vous donne pas la parole en Pas de souci. Je donne la parole à Alain. Moi, je suis de la maison, donc les autres d'abord. Alors, Monsieur Tossounon, bonjour. Bonjour. Alors, nous posons aujourd'hui la problématique de reverdissement de nos villes. À votre avis, comment on devrait s'y prendre? Bon, avant de dire comment on doit s'y prendre, il faut quand même faire le constat que nos villes sont pas vertes. C'est bien dommage parce que quand on compare nos villes à un certain nombre de villes autour de nous, dans la sous-région, et quand on quitte même ici, on va ailleurs, on voit que le constat est vraiment amer. Parce que vous avez toujours des poumons verts dans les grandes villes. Parce que la ville, par essence, il fait plus chaud en ville, non seulement à cause de la population, mais surtout à cause de, vous voyez, il y a que l'urbanisation fait que... Il n'y a que du béton. Il n'y a que du béton, de l'asphalte. Et tout ça, ça contribue à réchauffer donc, la nature. Donc ça, il fait de plus en plus chaud. Et cela fait que certaines villes l'ont compris très tôt, que dans le cadre de l'urbanisation, on a conservé. Là où on n'a pas conservé, c'est qu'on crée des parcs. On crée des parcs où on plante des arbres, on a des jardins, tout ça, ça permet un peu de verdir et donc vraiment d'avoir donc des îlots où on peut effectivement respirer l'air, parce que ça contribue à la qualité de vie. Ce n'est pas seulement planter des arbres pour lutter contre le changement climatique et autres, mais ça contribue véritablement donc à la qualité de vie. Donc alors, on constate quoi? Si on prend Cotonou, on a raté Cotonou parce que il n'y a pratiquement pas de poumons verts à Cotonou. Il n'y en a pas en fait. En dehors de quand vous regardez un peu, hein, quand on prend Cotonou, hein, on ne parle pas d'Abomey-Calavi, mais quand on prend Cotonou, vous avez juste quelques arbres qui ont été conservés au niveau de l'ambassade de France. Ouais. C'est le seul îlot que je peux trouver dans la ville de Cotonou. En dehors de ça, on n'en a véritablement pas. Donc il y a quelques arbres qui sont encore au niveau des artères de nos voies. Quand on quitte Wologadé pour 16 ans, par exemple, vous avez encore quelques arbres là, mais en dehors de ça, nous n'avons véritablement pas un poumon vert. Alors que quand vous allez à Ouagadougou, ou bien quand vous allez à Anne, à Dakar, vous avez au moins ce parc zoologique où on a quelques arbres et tout ça. Et si on sort de la sous-région ici, vous allez à Nairobi, en pleine ville de Nairobi, vous pouvez aller planter même encore aujourd'hui un arbre en pleine ville de Nairobi. Donc ça veut dire que nous avons raté le coach et je crois que c'est important de faire ce constat-là. Mais quand on l'a fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a des initiatives qui commencent à émerger. Nous avons l'initiative de la ville verte de Porto Novo. Mais avant ça, il faut dire qu'il y avait des initiatives quand même pour encourager les communes à verdir leur environnement. Et
par le passé, je me rappelle avec le ministre Luc Yankadia, il y avait ce concours qu'on créait entre les différentes communes et ça a encouragé les communes à commencer à... Il y avait une sorte de stimulation, en fait. Ouais, qui permet donc d'encourager donc les autorités locales à vraiment dire bon, ça n'a pas continué. Après, il y a eu une phase où on n'a rien eu, puis je crois qu'avec la Direction générale de l'environnement et du climat, il y a eu ici, on a reçu le directeur Aïna, il y avait cette initiative-là où on a effectivement mis en compétition un certain nombre de communes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment comment tout ça on est dans une perspective de durabilité parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Ce sont des initiatives qui sont appelées à continuer parce qu'il n'y a pas de vie en ville sans verdissement. Vous voyez, il n'y a pas de vie parce que les arbres et tout contribue il y a beaucoup de fonctions à la qualité de la vie au final, mais vous avez cette fonction donc parce que c'est des puits à carbone, parce que si on veut, parce que ça fixe et ça permet donc d'oxygéner, je dirais la ville. En matière donc de pollution, vous voyez nos villes côtières surtout connaissent souvent des inondations. Or, si vous avez des arbres, si vous avez ça permet de fixer un peu l'eau et ça peut freiner un peu le phénomène d'inondation. D'accord. Alain Tossouron, je reviens vers vous tout à l'heure. Monsieur Sagbo, Monsieur Tossouron disait tout à l'heure qu'on a raté le coche à Cotonou. Est-ce que vous pensez véritablement que rien n'est plus possible à faire en matière de verdissement de la ville de Cotonou, par exemple? Oui, je veux féliciter vraiment Alain pour tout ce qu'il a dit. Il a tellement très bien dit qu'il n'y a pratiquement rien à dire. Normalement, ça peut servir vraiment de déclic pour nos autorités à la base, parce qu'il faut pas mettre tout sur le dos du gouvernement. On est à une époque de la décentralisation. Et normalement, comme l'exemple de Porto-Novo, on devrait avoir une initiative pareille dans tous nos départements, dans toutes les communes. Et c'est vers la terre, quoi. C'est ce qu'on devrait avoir. Donc moi, je pense que, comme Oufoué a dit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, on ne se rend compte de l'utilité des fesses que lorsqu'on veut s'asseoir. C'est dans l'ouvrage Les Contes d'Amadou Kourouma. C'est lui qui a dit ça? Oui. En tout cas, bon, quelqu'un a dit ça. Ça veut dire que si les gens n'ont pas d'objectifs, il faut avoir des objectifs. C'est-à-dire, quels sont mes problèmes? Quels sont les problèmes qui se posent au niveau de ma ville, de ma commune? C'est lorsqu'on identifie ces problèmes-là, quelqu'un ne viendra pas te dire ça. Ça doit être un problème pour toi, une préoccupation. Et en ce moment, tu peux dire que j'ai des problèmes. Et comment faut-il les résoudre? C'est à toi de dire ça. Si on va à Porto-Novo, aujourd'hui, je vais voir très bien d'ici à 5 ans ce qui va se passer. Parce que si on va à Porto-Novo aujourd'hui, on ne va voir que le jardin des plantes et de la nature. Au niveau de l'hôpital, c'est ça qu'on voit. Maintenant, l'initiative qui est prise aujourd'hui, moi, je veux vraiment voir ce que ça va donner. C'est déjà bien. Mais si on voit à l'Okosa, c'est ce que le blanc a laissé depuis la colonisation qui est encore là. On n'a pas ajouté une virgule à ça. Je ne sais pas. À Porto-Novo, nous avons parlé des IS, des Y, de tout ça là. Ensuite, c'est l'inondation. Et ensuite, il fait chaud. C'est une ville où il y a la pollution atmosphérique. Et pour régler ces problèmes de pollution atmosphérique, on est obligé de planter. Et si on dit on plante, des gens ont choisi de faire des jardins. Il a déjà dit, des jardins. Ici, on n'a pas vu ça. Si ce n'est pas maintenant Amazon qui est là, tout le monde va voir ça. On n'a rien vu. Il y a des espaces qui sont là, qu'on peut aussi valoriser, on n'a rien vu. Mais nous avons on nous parle de milliards tout le temps. Ça veut dire que ça... Mais on peut noter, M. Sagbo, qu'au niveau de la plage de Cotonou, enfin vers Fidj-Rossey, il y a quand même des cocotiers qui prennent de ce côté-là. C'est maintenant. C'est ce que nous disons maintenant. Mais en même temps, on détruit encore des cocotiers pour donner de la place à nos sociétés pour faire autre chose. On a vu ça aussi. Ça veut dire que, moi je répète, toutes nos communes doivent savoir que cette attribution est leur attribution. Ça relève de leur cahier de charge. Ils doivent voir que dans une ville, on n'est pas dans une ville seulement pour faire de la climatisation, pour conduire de belles voitures. Les voitures que tu conduis, les bus et tout ça dégagent des gaz. Et ces gaz
doivent être chassés. Pour les chasser, il faut opter pour le verdissement. Et lorsqu'on dit verdissement, c'est pas aller... Parce qu'il faut voir aussi, je ne sais pas s'ils ont le même problème. Ils vont faire des contrats avec des entreprises. Les entreprises vont te dire qu'un arbre coûte 10 000. C'est dans notre pays, ça. Un arbre, un plan qu'on doit mettre en place là. Dans le budget qu'ils te font là, on dit 5 000 à 10 000. Alors que vous allez chez le pépiniériste à côté... 500 francs, 300 francs. Ça veut dire que la mairie, vu les jeunes que nous avons, qui n'ont pas aujourd'hui du boulot, on peut les transformer en pépiniéristes. C'est eux ça. On les paye, on leur trouve des espaces. Ils sont les pépiniéristes qui produisent les plants très moins chers. Pour la commune. La commune. Et on les recrute, on les forme pour dire, allez faire. Voici comment on fait, on trace les choses, voici les espaces. Et on leur dit, et ils entretiennent ces plans-là. Et ça revient moins cher. Donc cette peur de budget de nos concitoyens qui sont des terroristes financiers, chasse aussi les communes à dire on ne va pas vers là-bas parce que ça me coûte trop cher. Alors qu'en définitive, ça ne coûte pas cher. Mais ceux qui veulent faire ça, ils ne veulent pas aller voir les jeunes. Ils veulent aussi rentrer dans ce budget-là pour dire oui, je prends ma part. Ça veut dire qu'on doit faire. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut féliciter le gouvernement pour l'asphaltage qui est en cours, même si ce n'est pas encore ça que nous voulons. Parce que ça, c'est des fleurs. On ne veut pas des fleurs. Nous voulons des arbres bénéfiques, des arbres utiles pour notre vie et plantés à des distances raisonnables. C'est ça. C'est pas qu'on va planter un arbre ici et 100 mètres après, on va faire un autre. Non. D'accord. Peut-être parce que nous voulons de l'oxygène. C'est l'oxygène que nous voulons. Mais lorsqu'on va planter un arbre, ça dit qu'à 100 mètres, à 200 mètres, c'est pas ça. Nous voulons avoir de l'oxygène et avoir le maximum d'arbres qu'il faut aux endroits qu'il faut. Les fleurs, je reste avec vous, les fleurs ne produisent pas de l'oxygène? Les fleurs, c'est pour la beauté. Ah, d'accord. C'est pour la beauté. Il nous faut de grands arbres. Nous voulons une masse critique d'oxygène pour consommer la masse, dépasser même la masse de CO2 qui est déversée chaque jour dans nos villes. D'accord. C'est ça que nous... D'accord. Monsieur Sagbo, vous aurez compris. Je reviens vers William Apollinaire Tchioki. Je vous voyais sourire quand monsieur Sagbo parlait. Vous pensez que les chefs-lieux de nos départements devraient changer de fusil d'épaule pour penser véritablement verdissement? Ouais. Tout à l'heure, M. Sagbo a cité le nom d'une ville. Quand moi j'y vais, chaque fois j'ai du plaisir à circuler dans la ville. C'est Lokossa. Depuis toujours, cette ville a gardé cette couleur verte. Les gros arbres qu'on a mis en tête depuis des années sont restés sur dans la zone de la maison des jeunes. Ah oui, dans la zone de la préfecture. Oui. Mais c'est génial. Mais dans d'autres villes, on a coupé parce qu'on veut ériger des infrastructures. Mais là-bas, c'est gardé. À Cotonou, ça a été coupé. Je ne vous arrête pas. Quand vous arrivez au niveau du stade de l'Amitié, vous prenez les pavés qui mènent vers Ménotin, on a rasé les gros arbres qui étaient là. Saint-Michel était la terre de Kaizedra, tout à fait. On a rasé tout. Ouais. Je suis surpris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis la direction, c'est ça, la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage à Alada. Vous rentrez dans l'enceinte avant, c'était des gros arbres qui vous offraient de l'ombre, de tout ça. Aujourd'hui, on a tout enlevé. J'ai demandé, on dit, on veut mettre des pavés. Mais justement, on coupe les arbres pour mettre des pavés. Ça répond à quoi, William Tchioki? Non, mais parfois, moi aussi, je me pose cette question. Je me dis, mais s'il y a des urbanistes, s'il y a des aménagistes, qui savent bien qu'on ne peut pas aménager un site, une ville, sans qu'il n'y ait d'arbres. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette prévision, dans cette conception, pour dire, OK, on veut ériger des infrastructures et qu'il faut couper de façon systématique les arbres. Pour moi, je n'ai pas compris. Alors, souvent, quand je parle de ville verte, je fais souvent cette comparaison. Je me rappelle... j'étais encore petit secte quand on a lancé la journée de l'arbre par le président. Les 1er juin. Oui. Je compare souvent deux photos de deux capitales. Nairobi, capitale de Kenya, et Cotonou, la capitale économique de notre pays, le Bénin. En 1985, j'avais cette photo-là. Cotonou était plus verte que Nairobi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas photo.
Et parfois, vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Est-ce à dire que les 1er juin que nous faisons chaque année, nous mettons en tête des plans avec toutes les caméras, parce qu'on veut montrer que moi, j'ai mis en tête tel plan. Mais après, quand nous partons, c'est fini. Personne ne revient voir, est-ce que le plan que j'ai mis en tête, est-ce que cela pousse ou pas? Est-ce qu'on entretient cela? C'est pas le problème des gens. Non, il n'y a pas d'espace à Cotonou pour planter des arbres. C'est ça le véritable problème. Non, mais or, aujourd'hui à Nairobi, tu peux encore planter des arbres en pleine ville. Alain, tout à l'heure, quand il a posé la question pour dire est-ce que c'est faisable qu'on le fasse à Cotonou? Oui, on peut le faire. Oui, je prends un exemple très simple si vous voulez. Je prends Fifadji. Oui. Voilà une zone humide. Si on veut vraiment restaurer, bien sûr, pour dire on trouve des poumons verts à Cotonou, on peut le faire. Il y a des endroits aussi, même à Agla. Si l'État veut être vraiment, enfin, ça dit, si on veut réparer. S'il y a une volonté ferme de le faire. On casse et on répare. Et on va réinstaller les gens quelque ailleurs. Il y a des zones dans la ville de Cotonou où on peut le faire. Moi, je dis qu'on peut le faire. J'ai donné l'exemple de Fifadji, de Agla dans les zones où on peut le faire. Il y a même d'autres exemples encore. C'est vrai que Cotonou ici, quand on prend la ville de Cotonou, il n'y a plus d'espace vert. Il a cité l'exemple de l'ambassade de France. C'est là où vous allez vous sentir, même quand, là encore, c'est pas encore ça. Mais au moins, eux, ils ont su quand même conserver. Oui, voilà. Au moins, eux, ils ont su garder. Mais je me dis, on peut encore le faire à Cotonou. Même quand on parle. Si on dit la place de l'Amazone. Oui, même là encore, on peut le faire. Si on dit place de l'Amazone, on a dit maison de Mathieu, tout ça. Qu'est-ce qui empêche? C'est-à-dire on a déjà mis le jardin. Mais tout autour, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. D'accord, mais c'est ça. Je reviens vers vous tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens peuvent, vous voyez, chaque fois que vous voyez un arbre, quelque part, je prends l'exemple d'un ficus qui est au niveau du stade de l'amitié là. Allez voir là, à 13h, 15h, nombre de zémidians qui viennent se reposer là. Allez voir ça. Ça veut dire que c'est gratuit, c'est de l'oxygène gratuit, refuge gratuit, c'est-à-dire tout est gratuit. Et le jour où tu as mis ça, dans 10 ans, tu n'as pas espéré que ça puisse être comme ça. Il faut le faire. Qu'est-ce qu'on craint? Est-ce qu'on craint que c'est les sorciers qui vont venir ou bien c'est l'insécurité? Non, on peut dire que c'est... Les gens disent ça. On dit oui, comme c'est une zone critique, il y a le... Oui, mais il y a quand même des conseils qui s'organisent là. Il y a quand même... Les hommes qui sont chargés de la sécurité font leur travail. On peut dire que c'est la sécurité de la République. Quoi. Vous voyez, la présidence est à côté. On dit lorsqu'il y a des arbres, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Mais il y a des types d'arbres qu'on peut planter à ces endroits-là. Allez à Dakar. Pour les deux corniches là. Oui. Non. C'est-à-dire, vous êtes à l'aise. Même au niveau de la présidence, il y a beaucoup d'arbres. Mais c'est ça, quelque chose se fait à Porto Novo et justement, le patron de tout ce qui se fait comme verdissement à Porto Novo est avec nous, M. Daniel Rumpavi. C'est vrai, il y a des pavés à Porto Novo. Vous nous avez parlé tout à l'heure de platelage et tout ça. Mais est-ce qu'on a de gros arbres à Porto Novo à part le jardin botanique? Merci. Le jardin des plantes de la nature de Porto Novo, merci. Autant pour moi. Je voudrais d'abord dire, avant de répondre à votre question en tant que coordinateur du projet, je suis d'abord urbaniste. Et c'est en cela que je voudrais d'abord intervenir dans le débat avant de répondre à votre question. Allez-y. Je pense aujourd'hui, ce qui a manqué, là on a raté le coche, c'est que nous n'avons pas planifié nos villes. La ville, ça se planifie. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des outils. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les schémas d'aménagement urbain, qui sont des documents stratégiques. C'est des documents qui ne disent pas il faut mettre un arbre ici, il faut mettre 2 ici, il faut mettre ça. Ça parle de zone. Vous voyez, Cotonou, on a connu. À des moments donnés, ça a expiré, on a refait. Cotonou, Porto Novo aussi, on a connu. Après, il y a les plans de directeurs d'urbanisme, qui sont également des documents stratégiques. Mais après, il y a ce qu'on appelle les plans d'urbanisme de détail, qui sont des documents qui sont à l'échelle des parcelles. C'est ces genres de documents, on n'en a pas élaboré. J'étais heureux tout à l'heure quand le doyen parlait de la colonisation. Le colon en avait fait. C'est pourquoi à Porto Novo, vous avez la zone de l'Assemblée nationale, le palais des gouverneurs, le JPN. Le JPN était certes le jardin du migrant, mais le gouverneur a conservé ça, parce que ça répond à une préoccupation d'aménagement paysager. C'est pareil à Cotonou, etc. Donc, eux, ils ont planifié. Mais après, nous, on n'a pas planifié. Donc, nous avons connu quelques documents stratégiques à Porto Novo, à Cotonou. On n'a pas eu les autres documents qui ont suivi. Mais le péché que nous avons commis au Bénin, ça je vous le dis, en tant qu'urbaniste, on n'a fait que des lotissements. On n'a fait que des lotissements. Et les lotissements, ce n'a pas été des documents de conception.
c'est des gens qui ont tracé. On ouvre une voie par ici, on donne une parcelle par là, et on morcelle, et puis bon, ça est terminé. Ce qui nous intéressait à l'époque, c'était de loger nos populations. Les loger comment encore? On les a logés, chacun s'est logé de façon individuelle. Il n'y a pas eu de promotions immobilières. Il n'y a pas eu aujourd'hui ce que nous faisons à Ouedo, etc., où on est en train de produire du logement. On n'a pas mais quelque part, ce qui se passe à Ouedo, est-ce que c'est dans notre culture, quand on sait que le Béninois aime rester dans son coin et rester dans son chai? Non, mais il faut qu'on appelle là, parce que l'étalement horizontal que nous constatons dans les villes, c'est pas bien pour nous. Ça nous rend pas du tout. Je vous en prie. Oui, allez-y, monsieur. Mon débat. Oui, allez-y. C'est-à-dire, on n'a fait que loger nos populations de manière mécanique. Oui. Et donc, ça a donné lieu à un étalement urbain. Et donc, dans ces opérations de lotissement anarchique, on n'a jamais pensé aux espaces verts, on n'a jamais pensé à préserver les zones humides, on n'a jamais pensé à garder les berges. Au contraire, on a logé les gens sur les berges, on a logé les gens dans les marécages. Vous voyez, donc c'est le péché que nous avons commis. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on colmate les brèches. Il faut colmater les brèches. Et j'en reviens un peu au débat que vous menez. Naturellement, en Nairobi, il y a un travail qui est fait, mais c'est parce que c'est planifié. C'est le système anglo-saxon. Vous voyez? Alors, chez nous, dès qu'on a libéré le plancher, et puis on a remis la ville au préfet, au sous-préfet, bon, les maires, chacun a foutu le bordel, excusez-moi le terme. Vous voyez? Alors, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut remercier le gouvernement qui est en place. Parce que le gouvernement est en train de nous ramener à ce qui est normal. À ce qui est normal. On ne peut pas faire un projet de territoire. Aujourd'hui, on fait l'asphaltage. Moi, je remercie le gouvernement, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des projets de voirie, il y a on fait le reboisement, il y a des arbres qu'on plante autour et qui sont entretenus par des entreprises avant que les mairies ne prennent le relais. Ouais. Je pense que ça, c'est des exemples que nous devons suivre et préserver. On n'avait pas cette culture, forcément. Vous voyez? Donc, moi, je reconnais ça au gouvernement de la rupture et je me dis, il faut qu'aujourd'hui, que chaque conseil communal, que chaque conseil de supervision, que chaque SE s'approprie la démarche en sachant que dorénavant, lorsque nous voulons faire des voies pavées, par exemple, que ce soit au niveau local ou ailleurs, ça doit être reboisé. Et autant que la voie doit être entretenue, autant que le caniveau doit être curé, autant les arbres doivent être préservés, sauvés. Et attention, nous devons faire de la maintenance, nous devons entretenir les arbres. Parce que vous avez dit les arbres qu'on a enlevés un peu partout. Parce que l'arbre, lorsque ce n'est pas entretenu, quand ça prend de l'envergure, ça représente également un danger. Parce que lorsque vous ne larguez pas, c'est des charges en haut. Après, les orages, ça peut céder. Les orages peuvent passer, ça peut céder. Ça peut créer des problèmes aux populations. Il faut qu'il y ait des services de l'arbre dans nos municipalités pour qu'on sache que lorsqu'on plante, on arrose régulièrement, que ce soit en saison des pluies, on l'arrose, mais on fait des élargages et il y a du matériel pour le largage aujourd'hui. Mais monsieur Nkwebi, je ne vous arrête pas. Parlons culture. Quand les gouvernants tracent les voies, quand on fait asphaltage, comme vous l'avez appelé, et qu'au niveau des terre-pleins centraux, il n'y a que du pavé, il n'y a que du béton encore, il n'y a pas de verdissement. Quand le citoyen, quand il construit, tout le monde veut construire maison à étage. Tout le monde veut faire béton, et même devant les maisons, on ne pense pas aux arbres. Et il y a une psychologie qui fait que M. Sabo l'avait évoqué tout à l'heure, quand on plante un manguier, par exemple, devant sa maison, on veut dire, oh, les sorciers viendront y habiter. Donc, il faut faire attention. Alors, comment est-ce qu'il faut renverser la vapeur et faire en sorte que le citoyen qui a un projet de construction de sa maison puisse intégrer un caractère de verdissement? Alors, chacun doit rester dans son rôle. Je reviens encore à l'idée de départ, il faut planifier. Aujourd'hui, lorsque nous avons fait le plan de développement humain durable de la ville de Porto-Novo, c'est assorti de ce qu'on appelle des règlements d'urbanisme. Et nous sommes allés jusqu'à faire un plan d'urbanisme de détail à Porto-Novo, assorti de règlements. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez construire votre maison, vous devez recourir à ce qu'on appelle l'autorisation de construire ou le permis de construire. Et au nombre des aspects à respecter, il y a le nombre d'arbres à planter par mètre carré. Ou bien, lorsque vous avez une surface de 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés, lorsque vous avez une maison, il y a des arbres que vous devez planter. Il y a de l'espace que vous devez engazonner, laisser, boiser. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle dans les documents d'urbanisme le coefficient d'occupation du sol ou le coefficient d'emprise au sol. Ça, c'est des choses qui vous permettent de dire, lorsque j'ai un terrain de 400 mètres carrés, je ne dois pas bétonner tout. J'ai le droit peut-être de faire R+1 ou R+2, suivant le règlement, mais lorsque j'en fais, il y a une surface que je dois laisser pour la plantation d'arbres. Il y a un nombre d'arbres que je dois planter, il y a un nombre d'espaces que je dois engazonner. Parce que attention, mon ami a parlé des îlots de chaleur. Mais si tout ça n'est pas réglementé, il n'y a pas de résultat.
vous arriverez à imperméabiliser tout, comme vous êtes en train de le dire. Oui. Vous avez des maisons à Cotonou où on a dallé toute la maison. Il n'y a même pas d'espace à l'intérieur. Oui. Et c'est les mêmes qui crient à la chaleur lorsque nous sommes en saison, Oui. nous sommes en saison sèche, par exemple. Alors, donc ça, il y a eu du laisser-aller. Chacun a fait ce qu'il veut. Votre maison, vous ne pouvez pas construire ça sans avoir l'autorisation de construire. L'autorisation de construire, avant qu'on vous la délivre, il faut que vous respectiez un certain nombre de normes. Et au nombre de ces normes, il y a la végétalisation qui est imposée. Donc, le citoyen qui construit sa maison doit respecter ça, qui le veut ou non doit respecter. Mais l'autorité, que ce soit les collectivités locales également, ont également des devoirs. Aujourd'hui, lorsque vous faites... Mais j'ai parlé d'un lotissement. Un lotissement, les maires ne savaient pas ce que ça voulait dire. On se dit, bon, il faut faire des parcelles, il faut, etc. Aujourd'hui, chaque conseil communal doit avoir son projet de territoire. Le projet de territoire, vous n'êtes pas obligé de faire des choses à l'échelle de la ville de Cotonou. Même quand vous prenez le quartier, quel quartier à Cotonou? À Gonticon, par exemple. Vous pouvez diviser à Gonticon par 100 et faire un projet de territoire. Je peux faire un projet de territoire sur 1 hectare, pas de problème. Mais ça dépend de la vocation de la zone, de ce que je vais en faire, de ce que le conseil de supervision veut en faire, ce que le conseil communal veut en faire, naturellement en collaboration avec les citoyens. Donc il faut qu'on revienne au projet de territoire, quelle que soit l'échelle, et qu'on sache ce qu'on veut faire. Quand je prends un maire lambda qui vient à Cotonou, il peut avoir, excusez-moi le terme, bon, je ne vais peut-être pas utiliser ce terme, il faut qu'il y ait la force, le cran, comme le président Talon par exemple, pour dire je veux faire de tel quartier telle chose, j'ai telle vision pour tel quartier. Et j'en reviens à la réflexion du doyen qui disait pourquoi on plante un arbre ici et 400 mètres après on en plante. Non, tout ça doit être conçu. Si je veux faire un quartier vert, si je veux faire de l'aménagement paysager, un quartier qui est agréable, je suis obligé de faire une conception qui répond à cela. Peut-être que j'appelle un paysagiste, il me fait des conceptions où je peux faire un quartier fleuri. Je peux fleurir les espaces verts, aller ailleurs. Bon, je ne vais pas appeler le nom d'un pays, mais je peux fleurir. Mais lorsque je veux boiser, et ça répond à une autre préoccupation. Boiser, je suis déjà en train de répondre aux préoccupations climatiques. Je suis en train de lutter contre les îlots de chaleur. Je suis en train de faire ci, je fais ça. Je dois choisir des espèces. Boiser n'est-il pas plus bénéfique que fleurir? Non, on a besoin de tout. On peut combiner les deux. Il faut embellir les deux. Il faut embellir la ville. Les deux, oui, les Écoutez, deux. il y a une ville, est-ce que je vois ça à la télévision, tout ça, on ne me dit pas que c'est là, quand vous voyez Tunis. Vous voyez Alors, quand vous voyez les Champs-Élysées, donc chacun doit avoir ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Ça dépend de la vocation. Ça dépend de la vocation. Donnée à la ville. Il faut qu'on arrête d'agir un matin comme on est en train de le faire pour la journée de l'arbre. La journée de l'arbre, c'est une ânerie. Moi, je le dis, je l'assume. C'est une ânerie. Nous avons passé du temps, tout le monde se met en costume, on plante des arbres, la caméra, et puis ça ne donne rien. On se met dans des bottes et Mais puis avec des arrosoirs. moi j'étais gamin quand ils ont commencé. Ouais. Est-ce que depuis les années 85, est-ce que chacun a dit une fois, les 1er juin, j'en ai fait 10. D'accord? Quel nombre d'arbres j'ai planté? Que sont devenus ces arbres? Quels sont devenus ces arbres? Qu'est-ce qu'on a entretenu? Qu'est-ce qu'on a remplacé? Mais c'est une ânerie, il faut qu'on arrête avec ça. Vous voyez? Donc, je disais que tout doit être conçu. Il faut faire de la conception. Les jardins de Mathieu, c'est une conception. Vous voyez? C'est une conception, c'est pour embellir le paysage. Et ça donne c'est agréable. Mais lorsqu'on va à certains endroits où c'est densifié, où il y a de la population, où les gens, par exemple, la zone de Topa, par exemple, voilà des endroits qu'il faut boiser, au moins le long des rues, pour que nos populations, à midi, arrêtent de courir. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas marcher à midi quand vous sortez de l'ORTB, vous ne pouvez pas marcher, aller rendre visite à quelqu'un à Kadian. Vous allez devoir courir pour vous réfugier à la place des Martyrs. Ah, vous aurez pu marcher sous les arbres, il y a de l'ombrage, vous êtes très, très content, monsieur. Vous êtes moins nerveux. Lorsque vous venez chez moi à midi, quand je rentre, je dors dans la cour. Je fais ma sieste dans la cour. Tout simplement parce que j'ai mis des espèces, des plantes rampantes. Voilà. Qui ont fait la toiture de ma cour, de l'ombrage. À midi, vous venez chez moi, vous pouvez dormir tranquille dans la cour. Vous voyez? Donc, c'est pour dire un peu aujourd'hui, il faut que les citoyens jouent leur rôle, il faut que les collectivités locales jouent leur rôle, il faut que l'État joue son rôle. Il faut que nous reprenions les choses en main. Alors, reprendre les choses en main, comment est-ce que c'est possible, William Apollinaire-Choqué? C'est ce que déjà l'actuel régime a commencé par faire. Mais il faut que les citoyens aussi acceptent cela. Parce que quand on parle de projet d'asphaltage, on a mis devant des maisons des plans. Oui. Ça ne coûte rien de sortir de sa maison le matin et d'arroser ces plants-là. Oui. Ça ne coûte rien. Oui. Et de suivre cela comme si c'était ma chose. Je dois tout faire que ce plan-là grandisse. Parce il a dit, les midis, quand il fait extrêmement chaud, les hommes souvent vont se réfugier, souvent sous ces arbres-là. Toi-même, tu peux sortir. Exactement. Oui. Moi, je prends un autre exemple, par exemple.
même à part le boulevard de la Marina, le boulevard qui passe, même l'autre voie qui passe devant le lac TB jusque là. Oui. Je pense aussi qu'on peut revoir tout ça là. Oui. En fait, j'ai une promenade où on met de gros arbres, où les gens, on peut même te dire quoi, que les voitures ne passent pas là, que c'est seulement ceux qui vont à pied qui passent par là. Et là, c'est aussi intéressant. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a raté le coach, mais je pense qu'on peut encore quand même rattraper certaines choses. Essayons de mettre devant nos maisons ne serait-ce qu'un seul arbre. Même dans nos maisons, il y a des arbres. Allons voir des spécialistes. Quels sont les demandons quel arbre je peux mettre sur moi pour quand même donner un peu de l'ombrage. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des îlots de chaleur qui s'installent chaque fois maintenant. Vous savez, on est en Harmattan, mais pourtant il fait extrêmement chaud. Ah oui. S'il y avait plus d'arbres, il est difficile de dormir sans ventilo. Exactement. Hop, avec plus de ventilo, la facture elle devient encore plus salée. Tout à fait. Donc, je me dis la solution pour amoindrir, pour diminuer ce que nous avons comme dépense là, quoi. La solution est là. Mettons assez d'arbres en terre, entretenons-les, et puis la réponse elle est là. Alors, mon cher Alain Tossono, vous pensez comme William Apollinaire Choki qu'il est possible de renverser un tout petit peu la tendance dans nos grandes villes? Ouais, tout n'est pas perdu. Nous devons rester positifs. Déjà, je pense qu'il faut absolument déjà avoir ces outils de planification. C'est une obligation pour les collectivités locales de se doter de ces outils de planification dont l'urbaniste a parlé tout à l'heure. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a les documents, mais on ne passe pas à la mise en œuvre, à l'application de ces documents. C'est là où, parce que très souvent, les collectivités locales vont se dire, bon, nous n'avons pas d'argent pour mettre en œuvre. C'est surtout l'argument que les collectivités locales avancent. Ils te le défendent, oui, bien sûr, parce que ça a aussi un coût. Pour payer, donc il faut que l'État central les accompagne, mais également aussi, il faut pas qu'il y ait une déconnexion. On a un ministère du cadre de vie, vous avez des collectivités locales qui font partie du territoire national, il doit avoir un accompagnement. Si on veut lutter contre le changement climatique, on peut passer par les collectivités locales en verdissant les villes. C'est qu'on a. Donc, il faut créer cette connexion. C'est là où on n'a pas encore cette véritable... chacun évolue dans son secteur et ça fait que effectivement il n'y a pas cette approche intégrée qui permet de voir. On peut créer un projet de verdissement de toutes les villes et en faire un projet de lutte contre le changement climatique. Est-ce que vous voyez? Donc il faut cette connexion là. Mais après aussi, au niveau des villes, c'est vrai qu'on parle d'espace dans Cotonou, dans les Port-Nouveau et autres, mais les écoles font partie des villes. Mais pourquoi nos maires ne peuvent pas commencer à verdir les écoles qui ont encore un peu d'espace, je vais dire. Vous avez dans des chaque écoles, localité, il y a quand même des écoles où il n'y a même pas un arbre. Mais ce n'est pas normal. Comment vous voulez intégrer la fibre environnementale chez un enfant lorsque vous n'êtes même pas capable de lui montrer un arbre dans l'école, une plante dans l'école, un jardin dans l'école? Donc je pense qu'on peut commencer par là. Et c'est pourquoi je dis tout n'est pas perdu. Maintenant, après, le citoyen, il faut une transformation mentale. C'est facile de dire le citoyen va jouer ses responsabilités, mais est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait que... mais on est en train de le lui dire ce matin, par exemple. Oui, mais ça participe à l'informer. Tout le monde ne suit pas la télé actuellement. C'est vrai aussi. Donc, si nous voulons rentrer dans les maisons et pour opérer cette transformation mentale, ça veut dire que déjà, il faut commencer par les écoles. Et beaucoup d'ONG le font. Mais aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, ça reste des projets éparses. Il faut qu'au niveau au niveau des autorités, qu'il y ait des directives, pour dire à chaque chef d'établissement et autres, dans l'école, on doit avoir quand même un certain nombre d'arbres, un certain nombre un jardin et tout ça. Et ça va prendre. Les ONG vont travailler à la base. Au niveau central, on va avoir donc des décisions. Et puis là, comme ça va prendre. Ce mouvement-là, il faut créer ce mouvement. Maintenant, au niveau des citoyens, on peut passer par... Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui assurent l'entretien et tout ça. Mais c'est coûteux. Et c'est un coût. C'est un coût. C'est encore le contribuable qui paye. Et lorsque les collectivités locales vont prendre le relais et qu'on n'aura pas fait cette transformation mentale au niveau des citoyens, est-ce que vous pensez que les collectivités locales auront donc les ressources qu'il faut pour faire? Or, si on arrive à faire en sorte que les maisons qui sont situées aux abords donc, de ces routes-là et autres, mais
qu'on les responsabilise pour assurer serait-ce que l'arrosage, l'entretien. On aura gagné. On a des associations de jeunes, on a des associations de femmes. Parce que la ville, elle nous appartient. La ville, c'est notre chose. Donc, il faut faire en sorte que, et pour briser cette distance qu'il y a entre le citoyen et sa ville, et créer véritablement comment je dirais, une harmonie. Parce qu'on a le sentiment que le citoyen, il pense que c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des élus, ce n'est pas mon affaire. Or, chacun de nous doit contribuer à la transformation de la ville, parce que quand tu sors de ta maison, tu traverses la rue, et quand, en dehors de vous, parfois tu ne sais même pas où est-ce que tu vas aller. Avant d'aller voir M. Sabo, Apollinaire Wilfrid, vous voulez... Je voudrais dire que les gens cessent d'être des habitants dans des villes, mais d'être des citoyens. Ah oui? Alors, hier, je menais une discussion avec un ami, c'est par rapport au foot. Il disait, OK, on a eu la Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et je disais que, par exemple, je prends l'exemple de notre pays, qu'on n'a pas un pays, on n'est pas un pays sportif. Tout à l'heure, il parlait des écoles. Vous prenez le système éducatif. Ou du moins, on n'est pas un pays de football. Non, de sportifs même. Oui, de sportifs. Oui. C'est une question de choix. Oui, on prend le système éducatif. Vous savez, on ne fait que 2 heures de sport par semaine. Mais c'est pas possible. Vous voulez comme ça qu'on ait des jeunes qui aiment le sport? C'est pas possible. Mais il y avait des classes sportives initiées en temps par le gouvernement. Non, ça suffit pas justement. Si par exemple on consacrait ne serait-ce, c'est pas moi, même 6 heures de temps, et on dit que le sport a un coefficient de 5 ou 4, vous verrez autant de sportifs dans notre pays, que ça dans toutes les disciplines. C'est aussi comme ça aussi dans l'environnement. Si par exemple on disait qu'au niveau des enfants, qu'on doit créer des jardins dans les écoles où les enfants ont un temps pour aller dans les jardins, mettre en terre des plants, les entretenir, et on dit que c'était une matière à part entière, ça changerait beaucoup de choses. Les arroser, oui, ça changerait beaucoup. Se concentrer là-dessus. Pour moi, je me dis, il y a des petites choses qu'on peut faire pour faire bouger la ligne, quoi, en fait. Ouais. D'accord. Alors, monsieur Sabo, est-ce que vous pensez véritablement que quelque chose est possible? Comment intégrer, sinon faire, disons, agir le citoyen pour qu'il se sente concerné par le verdissement des villes? Non, le citoyen est toujours prêt à faire quelque chose. Hein. Moi, on peut citer des exemples. Ce que le président de la République a de faire maintenant sur les grandes artères de l'aéroport, tout ça, moi, je l'ai apprécié parce que je vois des camions de Sirat aller chercher de l'eau à Godomé, bien ici, à Rosé, tout ça. Et j'ai dit, c'est la volonté politique de président, ça. Et s'il arrivait à quitter, qu'est-ce qui se passerait? La suite, c'est quoi? La municipalité de Cotonou. Non, pas s'il arrivait à quitter. Quand il va quitter, puisque de toute façon, il va quitter. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça va devenir? À la fin de son mandat. D'accord. Mais qu'est-ce qui est pris comme précaution pour qu'à la suite, on est toujours... Voilà, c'est ça la question. C'est ça. Est-ce qu'on prépare nos municipalités à assurer vraiment la continuité après ça? Parce qu'il donne un exemple pour dire voici comment ça peut se passer. Il a mis tous les moyens du haut de l'État. Est-ce qu'après on pourra faire ça? Ça, moi, je ne sais pas. Donc, il faut le dire. Mais lorsque nous sommes dans une école et que l'enseignant parle à son élève, c'est immédiatement que ça rentre. Ils ont au moins cette pédagogie de communiquer avec et les meilleurs vecteurs de l'information, c'est les enfants. Si on veut le faire, on va le faire. Et si nous les préparons vraiment à une relève de demain et que nous soyons sur nous, on parle de graines futures. Si on veut semer une graine, une semence, le paysan, lui, ce qu'il fait, il récolte, il sait ce qu'il va manger, il sait ce qu'il va au marché, mais ce qui va être ressemé pour donner de très bonnes récoltes, il le sait également. Donc c'est à nous de nous atteler à assurer cette préparation, à préparer cette graine future. Nous, on dit ça, ces graines futures qu'on les appelle, pour que demain soit vraiment une donne de bonnes récoltes. C'est ce que nous voulons. Donc il faut investir dans les écoles. Il faut prendre l'environnement comme une matière vraie, c'est-à-dire une spécialité, c'est coefficient 3, comme l'anglais c'est notre langue. L'anglais c'est notre langue. À l'examen, moi j'ai fait anglais coefficient 2 et à l'oral, ça fait 3. Donc tu ne peux pas t'amuser avec ça. Mais on banalise tout. C'est pourquoi j'ai dit l'environnement n'est pas encore une priorité pour nous dans notre pays.
C'est ça seulement. Non, mais ça qu'il faut. vous avez parlé de la volonté politique, surtout du régime en place. Ça, qui est clair. Vrai, oui, on l'a vu, c'est clair. Ça, là, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette volonté politique-là et essayer, je le dis comme ça, créer une image dans la tête du citoyen? Moi, je prends toujours cette image du président de la République. Quand on voit des reportages chez lui à la maison, quand il reçoit des gens à la maison, moi je ne vois pas du béton chez le président de la République, je vois plutôt de la verdure. Alors pourquoi ne pas se saisir de cette image pour dire, mais le premier d'entre nous, est-ce que vous voyez quel est le style de maison qui est là? Et si on répercute ça au niveau des... Allez, les gens ne voient pas ça, les gens ne voient que ce que le président porte, costume, oui. Ah ben non. On voit ça là, quand il porte un t-shirt, tout le monde veut porter ça à la main, on ne voit pas les fleurs, le cadre, son environnement immédiat. Mais il a dit tout à l'heure que l'environnement n'est pas encore une question qui est au cœur de nos priorités au pays. Le t-shirt du président fait débat plus que sa maison. Oui, que ça, oui. Les gazons dans sa maison. Oui, c'est ça. On va te dire que c'est parce qu'il est président de la République. Il est déjà rassasié, il a beaucoup d'argent. Attendez que M. Sango finisse. Il a fini d'être rassasié. C'est pour ça que lui, là... Il n'a pas besoin de béton. Oui, c'est pourquoi lui, là, il met jardin. Nous, là, on n'a pas fini de manger. Mais tu dois savoir que la respiration, ceux qui ont souffert de Covid savent l'utilité de l'oxygène. Combien ça coûte par jour? Allez demander, on va vous dire ça. L'oxygène que Dieu nous a donné, Fata, gratuitement, à l'hôpital, ça se vend cher. Tu dois savoir ça. Et pour avoir l'oxygène, tu peux créer ton cadre de vie toi-même et avoir beaucoup plus d'oxygène. Mais à y voir de près, monsieur... Non, attendez. Oui, allez-y, c'est ça. Voilà, donc je vous ai dit que le président de la République a fait quelque chose d'extraordinaire, d'éducatif, de pédagogique, tout ça, et il veut que les gens fassent cela. Mais est-ce que vous êtes en train de voir ça? Nous sommes à 2 ans de l'élection prochaine présidentielle. Et quel que soit le sujet que vous abordez aujourd'hui, là, le sujet est noyé si ce n'est pas politique. C'est pas politique, c'est vrai. Alors qu'il y a des sujets plus préoccupants. Mais quel est ce pays-là? Je ne comprends pas. C'est comme si nos ne mangent même plus aller sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de faire un message jusqu'à 4h, 3h, 2h du matin. Est-ce qu'ils dorment ou quoi? Elle ne parle plus de constitution, révision et élection. Ça veut dire que nous avons un problème dans notre pays d'éducation. Il faut changer. Nous devons changer pour montrer aux gens que ta vie d'abord, c'est ton cadre de vie. Il faut le dire. D'accord. Et mettre les moyens au niveau des maires. Les maires ne jouent pas leur rôle. Ah oui, il faut dire ça. Vous trouvez qu'ils ne jouent pas leur rôle? Ils ne jouent aucun rôle. En matière d'environnement? Rien du tout. Ils ne font rien. Sauf ils seront fâchés contre vous, M. Sango. Non, le dire, c'est pas une insulte. Oui. C'est l'appel à l'éveil. C'est un appel à l'éveil que nous donnons pas ici. Il y avait un maire à Koulekame qui est devenu préfet aujourd'hui de Koufou. Il est extraordinaire. Monsieur Megbegji. Je vous assure. S'il m'écoute, félicitations encore une fois. Il a fait des prouesses dans sa commune sans avoir de l'argent. Mais pourquoi les autres maires ne peuvent pas se détacher de la politique politicienne tous les jours et jouer le rôle qu'ils doivent jouer pour le bien-être des citoyens? C'est-à-dire que ce qui est facile, c'est de créer des pépinières, recruter des jeunes de leur commune. S'ils veulent que les gens votent pour eux, c'est les jeunes qui votent, non? Et ça fait de l'emploi pour les jeunes. Pour les jeunes. Mais est-ce que ces mêmes jeunes voient la chose de cette façon? Si ce n'est que... Il y a des exemples. Oui, il faut leur expliquer. Tout est pédagogique. D'accord. Monsieur Sango, une dernière question à Monsieur Nkwevi avant d'accueillir donc Stanislas Linkmon pour les avis des téléspectateurs. Monsieur Nkwevi, est-ce que finalement le béton ne coûte pas plus cher que de vivre dans un environnement, je dirais, végétalisé? Absolument, le béton coûte cher, mais après tout, c'est une question de projet de société, c'est une question de projet de territoire. Vous voyez, si vous voulez bétonner tout, vous allez bétonner tout. Mais si vous avez également à cœur la préoccupation environnementale, la nature, et ça c'est un concept important, il faut que la nature retourne en ville. Si vous voulez le faire, comme je le disais, si vous avez cette force, on peut casser du béton et mettre des arbres, ça c'est évident. Donc si vous avez cette préoccupation,
Si vous avez cette ambition, cette volonté, vous pouvez casser du béton et mettre des arbres. Je voulais juste dire que... Il faut ajouter que vous allez vivre plus longtemps. Vous allez vivre plus longtemps. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, je salue le projet du verdissement du Grand Nokoué, qui est un projet pharaonique que le gouvernement est en train de démarrer pour toutes les villes. Ça va permettre de reboiser, de préserver les endroits, les zones humides, etc. Et tout ça. Et il y a l'initiative de la pépinière. Nous avons eu à faire une pépinière à Porto-Novo dans le cadre du projet que j'ai conduit. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement aussi est en train de faire une pépinière. Il y a ce projet de pépinière qui sera fait dans les chefs-lieux de département. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, il faut penser à la requalification des espaces. Il faut requalifier les espaces. Et en cela, on peut casser du béton et mettre des arbres. Et tout ça, ça doit répondre à une logique. Pour finir, je voudrais dire, il faut que les communes aujourd'hui en fassent une préoccupation et qu'il y ait des services pour l'arbre. Il faut qu'il y ait des services pour le reboisement, pour l'embellissement de la ville. Il faut qu'il y ait des aménagements paysagers et qu'il y ait des services spécialisés pour ça. Et que tout le monde. Enfin, je vais proposer qu'il y ait de la sensibilisation de la population. Il faut que les gens soient sensibilisés à cela. Qu'ils soient moins intéressés par le t-shirt du président que par sa maison. Mais il faut réformer la journée de l'arbre. Ça, c'est une bêtise. Comment est-ce qu'il faut réformer? Il faut réformer la journée de l'arbre. Aujourd'hui, en quoi faisons? Chaque maire doit avoir un projet pour le 1er juin. Il n'est pas obligé de faire 1er juin chaque année. Il doit avoir un projet. Si c'est un projet de 5000 arbres ou bien de 2000 arbres à l'échelle de ses capacités qu'il veut mettre, il doit pouvoir nous dire voilà quel type d'arbre on veut mettre, voilà pourquoi je veux mettre, voilà là où je veux mettre, voilà les moyens d'entretien que je mets en œuvre et à terme on fait le bilan. Il planifie. Compte tenu des problèmes qu'il a lui sur son territoire. Absolument. D'accord. Alors, entre-temps, Stan a pris la place de William Apollinaire Tchoki. Stanislas Lecon, bonjour. Bonjour Alain Sochumain, bonjour à tous. Que disent nos internautes par rapport à la question du verdissement ou reverdissement de nos grandes villes? Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de suggestions. Nos amis internautes s'alignent aussi sur ce que vos intervenants, vos invités disent ici sur le plateau. Ils estiment que et l'État et les citoyens ont chacun un rôle à jouer afin de permettre à ce que l'environnement se porte bien. Alors, vous partagez avec nous ces avis, Stanislas? Oui, et nous nous rendons tout de suite sur Twitter, devenu Ins. Là-bas, nous retrouvons Rodrigue Akele qui affirme « L'État doit mettre en place un comité spécial qui aura pour seule et unique mission de placer ça et là des plantes, des gazons et des fleurs et surtout, par la suite, les entretenir. » Sur Facebook, Agossa Cosmo s'interroge « Est-ce qu'il y a d'abord un plan d'urbanisme avant qu'on ne parle de reboisement de nos villes? S'il y en a, quel plan choisir? Car tout le monde a envie d'être sous un arbre pour avoir de l'air naturel en temps de chaleur. Bokor Roland Caliste assure il ne faudrait pas uniquement attendre chaque 1er juin pour planter des arbres qui ne sont plus entretenus après. Les mairies doivent bénéficier de budget pour planter des arbres selon un plan d'urbanisation subséquent. L'entretien et l'arrosage devant incomber aux propriétaires des maisons devant lesquelles les arbres sont plantés. Il faut aussi renforcer des tests existants pour préserver les végétaux. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie est pour moi une référence en verdure. Copions-les pour mieux faire, s'exclame notre ami Bokor Roland Caliste. Abel Fils Possou nous laisse ceci en commentaire. À mon avis, pour véritablement verdir une ville, il faut mettre en œuvre une série de mesures concrètes et cohérentes. Voici quelques-unes, dit notre ami. Créer de nouveaux espaces verts. Ces espaces doivent être accessibles à tous et offrir les équipements tels que des aires de jeu, des terrains de sport et des zones de pique-nique. Planter des arbres et des arbustes, mais il est important de choisir des espèces adaptées au climat local et aux conditions de sol. Promouvoir aussi les modes actifs de déplacement. Il faut encourager les habitants à se déplacer à pied, à vélo ou en utilisant les transports en commun. Pour ce faire, il faut améliorer les infrastructures cyclables et piétonnières. Créer des parkings à vélo et des stations de vélo en libre service et développer un réseau de transport efficace et performant en commun. Promouvoir enfin la récupération et le recyclage des déchets. Parfait Zinvoé de écrit
Un adage dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Il revient donc à chaque citoyen de planter au moins un arbre pour marquer son temps. La journée nationale de l'arbre, célébrée chaque année depuis 1985, a été instituée dans le but de soutenir la reconstitution du couvert forestier à court, à moyen et à long terme. Le reboisement individuel et collectif devrait contribuer à pérenniser la vie sur la planète Terre. L'entretien des arbres plantés est indispensable, sinon ils meurent. Ceci est déjà une réalité sur certains grands axes de Cotonou. Merci au gouvernement du président Patrice Talon pour cet investissement, conclut notre ami Parfait Zinvoedo. Et oui, ça, c'est un sujet qui apparemment vraiment a intéressé nos amis internautes, contrairement aux autres jours. C'est une question de vie. N'est-ce pas? Alors, Stanislas, n'est-ce pas, à votre avis, si on parle de décentralisation, quand on rentre dans nos quartiers, est-ce que nos chefs quartiers devraient pouvoir faire quelque chose pour déjà impacter les jeunes en matière de verdissement de la localité? Alors, sur cette question, les chefs quartiers nous diront qu'ils n'ont pas un budget, qu'ils ne sont pas dans l'action comme opérationnelle. Comme les maires et autres qui ont un pouvoir décisionnel, mais ils ont un rôle important à jouer, ne serait-ce que la sensibilisation, parce qu'on n'apprend pas imitation. Si eux-mêmes déjà, ils arrivent à planter des arbres, ils arrivent à donner l'exemple ou à faire des projets, à réaliser des projets, à concevoir des projets, c'est ce que je voudrais dire, et mobiliser des ressources autour. Je pense que ça pourrait prendre, parce que celui qui est chef de quartier aujourd'hui peut devenir chef d'arrondissement demain, même si le chef est devenu maire par la suite. Donc, ça part de la base. C'est une question d'éducation d'abord, c'est une question aussi de vision. On n'a pas besoin forcément d'avoir un budget, d'autant plus que quand nous le faisons, nous tous, nous en bénéficions. Aujourd'hui, vous pouvez vous laver à minuit, mais il fait excessivement chaud. Vous êtes obligé de dormir sous la climatisation ou sous le ventilateur. Donc, c'est un problème qu'il faille vraiment régler en travaillant au reboisement quotidien de nos quartiers et villes. Alors, je reviens vers M. Sabo. M. Sabo, comment il faut faire pour éviter le béton? Ça, il faut qu'on en parle. On ne peut pas éviter le béton. Comment on fait? Non, le béton... Pour éviter le trop de béton. Je ne dis pas d'éviter le béton. On ne va pas être extrémiste. Ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est-à-dire, autant vous trouvez de l'argent pour faire les bétons, autant vous trouvez de l'argent pour également planter des arbres utiles. Entre le béton et le végétal, qu'est-ce qui coûte plus cher? Non, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut juste trouver l'harmonie. William qui nous revient, oui. Le juste milieu pour mettre les deux ensemble. C'est parce que l'un ne peut aller sans l'autre. Parce que ça dépend de là où vous êtes. Et si vous allez mettre un habitat précaire sur une montagne, je ne sais pas, un endroit qui ne s'y prête pas, avec les vents violents, vous êtes dehors. Donc, vous voyez, donc il faut trouver le bon. Mais ce que moi je constate aujourd'hui, au niveau de l'administration publique, je parle sous le contrôle de notre... Monsieur Environnement, Monsieur Climat. Monsieur Climat. On a parlé des COP. On a demandé à chaque État de faire des efforts. Vous avez vu ici maintenant des efforts se faire. Moi, je posais justement la question de savoir finalement les COP servent à quoi? Non, on va laisser ça. Il connaît la réponse. C'est au niveau de chaque pays qu'on doit sentir des efforts à chaque décennie. Voilà. Moi, je sens maintenant que toutes les fois, on a commencé par ériger des bâtiments dans lesquels aucun argent ne peut rester sans climatisation. C'est ça le drame. Et de plus en plus. C'est un drame. Et le ministère qui fait ça, c'est le ministère qui agit du cadre de vie. On ne sait pas. Quels sont les efforts que nous faisons pour contribuer à l'atténuation? C'est ça que vous dites, non? Des gaz à effet de serre. Et c'est beaucoup d'énergie. Le jour, ils ne seront plus indépendants vis-à-vis de l'énergie, de cette énergie fossile-là, qui va rester dans ces bureaux-là pour travailler. Il faut agir autrement. Et c'est ces exemples qui sont copiés par d'autres riches de la République.
pour dire oui, je construis, je dois mettre climatiseur, je dois mettre ceci, je dois mettre cela. On ne refuse pas ça, mais il faut diminuer un peu pour qu'on sente un effort qui se fait au niveau de l'administration publique. Nous avons les tatas, des ingénieurs qui sont venus ici un jour. On a fait le débat avec eux. Oui, vous faites de très bonnes choses. Exposition, d'accord, technologie, bien. Mais comment faites-vous pour valoriser le local? Le tata, c'est très bien. Quand on parle de Tata, ce sont les Tata Somba. Exactement, c'est Tata Somba. Ensuite, si vous allez chez les Assoava, ce qu'ils font là, on a semblé banaliser, c'est leur mode de vie qui les a amenés à imaginer cet habitat et c'est durable. C'est pas n'importe quel bois qui sert à faire cela. Est-ce que ça ne nous plaît pas? Mais lorsque les étrangers arrivent chez nous, on dit il faut aller voir là-bas. Mais nous-mêmes, on n'est pas prêts à faire ça. C'est pas possible. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème de... comment on communique avec notre mode de vie? Quel type de changement voulons-nous pour nous-mêmes et pour nos générations futures? Quand est-ce que ça va prendre? Si ça ne prend pas aujourd'hui, ça va prendre quand? Moi, j'ai été à Gorée lorsque Ouad a fait son appel lors d'une francophonie pour dire Gorée, c'est bon, tout le monde n'a qu'à venir. Si vous allez là-bas, je le dis toujours, vous allez voir un homme qui vous hypnotise, c'est ça? Oui, et vous ne pouvez pas bouger, c'est lui seul. Il n'y a pas autre chose à Gorée, quoi. C'est ça qu'on vend. Mais ici, nous vendons quoi? On n'a pas vendu football, on n'a pas vendu bon comportement, on n'a rien vendu. On est là seulement. C'est-à-dire, à quoi peut-on nous identifier, quoi? Non, c'est ce que moi je dis. Ça me fait mal. Parce que nous avons des gens ici qui réfléchissent très bien. Ils ont fait de très bonnes écoles. Mais pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'État, rien ne marche? Mais chez eux, c'est chez eux qu'on voit que ça marche. Dans leur poche, ça marche. Dans leur maison, ça marche. Mais pour la République, rien ne marche. Heureusement que nous avons maintenant un chef d'État qui dit « Je vais faire ceci ». C'est-à-dire un homme n'est pas bon à 100%. Il fait ce qu'il peut. Mais qui suit ça? Normalement, moi, je dois voir, si on a un chef d'État comme ça, les maires demandent des moyens. Oui. Ils disent « Je veux des moyens ». Je ne dis pas dans tous les domaines. Moi, je ne suis pas politicien. Oui. Je parle de la vie sociale, quoi. Oui. Si vous avez confiance effectivement à un président de la République qui vous a dit faciliter les élections et vous êtes là aujourd'hui là, mais rendez-lui hommage, rendez-lui la monnaie pour dire parce que tu nous as identifié, on fera bien et on fait bien. Vous rentrez dans des mairies aujourd'hui, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Même au siège de ces mairies. Il n'y a rien, ils n'ont rien prévu. Il y a une cellule environnement, foncier et agriculture. C'est-à-dire, on va là, ils ne savent même pas leur attribution. Ce n'est pas possible. On a mis l'environnement dans domaine affaires domaniales. Et on ne fait que domanial. Ce n'est pas une insulte, c'est un appel à l'éveil pour dire on peut faire autrement. Et la jeunesse qui se trouve dans les communes réclame du travail. Le travail est là et dort. Ils ont de l'argent. C'est ça, quoi. Et vous avez parlé de chef de quartier. Il s'en fout. Le chef de quartier s'en fout. Vous savez, la plupart du temps, c'est des illettrés. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été à notre école conventionnelle. Et lorsque vous leur parlez, c'est tant pis. Parce que moi, j'ai vu un marché en pleine rue. Et j'ai été plusieurs fois dit au chef de quartier, mais lorsqu'il aura... La marché faisait quoi dans la rue? Le marché s'anime tous les soirs dans la rue. Et j'ai dit, lorsqu'il y aura accident dans ce marché-là, tu seras le premier à pleurer parce que je suis sûr que tu as des parents dedans. Il dit, oui, je vais faire. Ça fait 3 ans, il n'a pas bougé. Le marché est toujours là. D'accord. Et la voix. Oui. Vous voyez, si on quitte l'échangeur, là, l'échangeur de Godomé? Non, pas Godomé. De Verdecor? Verdecor, là. Il y avait une voix qui n'existait même pas. L'État vient de réaliser cette voix-là, qui était bas-fond. On a fermé le bas-fond, on a fait une très belle voix. Vous allez dire que cette voix n'est pas digne d'être reboisée. La voix, là. Vous voulez parler de la voix pavée? Oui. Qui tombe sur le carrefour de... Là où ils vendent beaucoup de portables. Si on quitte le toit rouge. Vous voyez, cette belle voie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas reboiser cette voie? Alors que c'est quand même une zone humide. Donc il y a de la place à Cotonou. Il y en a encore. Que les maires fassent le point des espaces qui peuvent attribuer et accueillir encore ces espaces-là. Et il faut aller faire le point. Déjà que les municipalités ont fait le point des réserves administratives. Les réserves administratives. Mais on ne sait pas ce que ces réserves deviennent maintenant. Ça fait bien longtemps. Ceux qui vont acheter ont déjà acheté. Ils ont déjà fait des trucs pour effacer ça. Vous ne voulez plus voir ça. Ensuite, oui, monsieur Sabo. Pour finir, quoi. Oui, allez-y. Moi, je voudrais demander
Ça, c'est un vœu cher. Toutes les communes ne sont pas à la même enseigne. Ouais. Il y a des communes qui font des efforts. Lorsqu'ils se réunissent avec la NCB, c'est ça, est-ce qu'ils ne se donnent pas des conseils? Ils peuvent échanger des idées. Moi, pour y arriver, voici ce que j'ai fait. Et ils échangent des idées. Ça peut faire des émules quelque part. Voilà, c'est ce qu'on demande. Et que les partenaires, les PTF, là, qui donnent l'argent aux communes, là, leur exigent. Une commune qui refuse de faire du reboisement dans sa commune, on ne lui donne plus l'argent. Monsieur Sagbo, je vais aller vers Monsieur Tossono. Nous sommes déjà, nous nous dirigeons vers la fin de ce débat. Monsieur Tossono, quelle devrait être la proportion de climatiseurs, végétation dans l'érection des édifices officiels et publics? Non, je crois que on ne peut plus continuer à construire des maisons comme on le construisait avant. Donc il faut intégrer donc l'environnement et l'objectif devrait donc de réduire donc la facture énergétique. Et pour y arriver, je pense que il faut un travail. Moi je dis il faut une transformation mentale. Parce qu'il faut déjà ceux qui construisent des maisons, il faut déjà travailler leur mental. Les matières qui entrent dans la construction donc des maisons, il faut commencer. Vous avez vu le parc automobile qui est en train d'être, qui est même déjà construit à Boycon. On l'a fait en terre battue, là, financé par la coopération suisse. Vous avez vu le siège de la DECOB à Andali. Vous voyez, quand vous voyez le bâtiment, non seulement c'est construit avec des briques en terre stabilisées, mais également vous entrez dedans, vous n'avez pas besoin de clim. Donc c'est tellement construit, on a tenu compte donc de la lumière, la direction du vent et tout. Ça fait que on n'a pas besoin le matin d'allumer la lampe. On n'a pas besoin le matin d'utiliser la climatisation. Et donc, on fait l'économie de l'énergie. Il faut qu'on en arrive là. Et ça devrait être un feu. Et je pense que les collectivités locales, mais aussi le gouvernement et tout, doivent faire la promotion de ces habitats-là, de nouveaux types, qui répondent effectivement aux recommandations donc, de la conférence des parties sur les changements climatiques. William Apollinaire-Chokui, pour conclure. Je prends l'exemple de Porto-Novo parce que je sais encore qu'il y a encore des bâtiments construits depuis les temps coloniaux qui n'ont pas besoin de climatisation et qui marchent. Je me dis ces exemples-là, alors pourquoi on les a jetés et on préfère construire et nécessairement installer de climatisation? Nous traversons aujourd'hui une période, on parle de forte chaleur. Alors si nous voulons vraiment vivre dans un environnement plus sain, plus vivable, alors on a des spécialistes. Il y a des urbanistes, il y a des paysagistes, il y a des architectes. Donc, il faut s'adresser à... Nous avons toute la matière grise quoi, pour quand même inventer, proposer des bâtiments comme nous pouvons construire. Et n'oublions pas de mettre en terre ne serait-ce qu'un seul plan devant nos maisons. Et entretenons surtout ces plans. D'accord. Alors, Monsieur Nkwebi, c'est un plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau aujourd'hui en 2 temps. Si vous devrez conclure. Écoutez, en 30 secondes. D'abord, je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, le volet environnemental doit revenir au cœur des préoccupations. La nature doit revenir en ville. Il faut que chaque maire, il faut que chaque conseil de supervision dorénavant, lorsqu'on veut faire un projet, on puisse se dire quelle est la place de l'environnement dans ce projet. D'accord. Monsieur Sagbo, un dernier mot en 10 secondes. 10 secondes. Je vous félicite. Chaque fois, vous nous permettez de dire que si ça leur plaît, ils vont prendre, si ça ne leur plaît pas, ils vont laisser. Mais l'histoire retiendra que nous n'avons pas marchandé notre disponibilité à accompagner le gouvernement, à dire ce que nous pensons. Ajouter à ce qu'ils font déjà de très bien pour que ça marche encore beaucoup plus. Monsieur Tossono, la SGDS, oui. La SGDS peut jouer un rôle, je pense, dans ce que nous disons aujourd'hui, dans le Grand Okoué, si on lui ajoute encore ce volet-là. D'accord. Monsieur Tossono, en 10 secondes pour non, bon, moi je pense aussi, je vais revenir sur les écoles qui constituent quand même un lieu pour semer cette graine du futur-là, pour l'apprentissage donc des enfants. Nous invitons les autorités de l'école à véritablement donc, pouvoir donc, faire en sorte qu'effectivement qu'on ait donc, des écoles vertes. Et je pense que c'est comme ça que nous allons pouvoir transformer les choses dans notre pays.
De toutes les façons, mesdames, messieurs, notre survie dépend de la survie de l'environnement et travaillons à ce que l'environnement soit vivable. Plantons des arbres, entretenons-les. Si l'État plante des arbres devant nos maisons, ben, ça ne coûte rien. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, 7 fois par semaine, pourquoi pas arroser les arbres devant nos maisons, ça va super bien. Ce qui va être bien, c'est de prendre une pause pour ouvrir la page des sports.